Tu as écrit un volume, J'ai écrit un volume, La force du survivant. c'est ça. Pourquoi le titre? C'est un titre qui m'est venu comme ça parce que je trouvais que Jean-Marc avait démontré une grande force, non seulement physique, mais de caractère. Jean-Marc, c'est ton beau-frère. Jean-Marc, c'est le mari de ma sœur. Et je savais qu'il avait eu une épreuve, mais j'en savais très peu de choses. Mais ce que je savais, c'est qu'il avait passé 3 jours perdu et qu'on l'avait retrouvé au bout de 3 jours. Mais je ne savais pas qu'est-ce qu'il avait fait pendant ces 3 jours-là. J'étais curieuse de voir comment il avait vécu Mais ça. avant de se perdre, là, il a bâti un avion, un petit avion. Ben oui, c'était son rêve. Il a fait venir des morceaux contre ça. Il y avait un ami qui en avait déjà un avion, comme ça, un ultra léger. Et il le regardait avec fascination et admiration parce qu'avant d'aller à Fermont, il vivait à Saint-Cléophas et il suivait des cours à Montjoly, déjà. De pilote. Oui, des pilotages, un petit Cessna peut-être. Et là, il y a eu des enfants, il n'était pas riche non plus. Quand les enfants sont arrivés, il a mis son rêve sur la glace. Et quand il est arrivé à Fermont, puis qu'il a vu cet ami-là qui avait construit lui aussi son avion de ses propres mains, il est devenu son ami et puis il lui a fait part de son projet. Il dit, je vais t'aider, moi, je sais comment faire. Bon, quelle couleur tu le veux, ton avion? OK, on va faire venir ça à telle place, puis je vais t'aider, puis tu vas voir, ça va bien aller. Mais Jean-Marc, avant de construire son avion, avait suivi des cours d'électronique. Il avait construit une télévision avec ses mains et un autre appareil, en tout cas assez sophistiqué. Donc, il y avait des notions, là. C'était pas n'importe qui, là. Il ne pouvait pas s'engager dans ce projet-là sans avoir eu quand même des connaissances pas un néophyte, avant. là. C'était pas un néophyte, là. Il savait un peu dans quoi il s'embarquait. Puis il avait surtout la volonté de mener son projet à jour. Là, son avion est bâti. Il veut l'essayer. Comment il fonctionne, là? Comment il Son fonctionne? premier vol, je veux dire. C'était pas détruit un orignal. C'est que dans une expédition précédente, il avait survolé Fermont, en tout cas les forêts, tout ça. Il avait vu un orignal. Il avait vu un orignal. Alors, il s'est dit, la prochaine fois que je vais venir, je vais emporter ma carabine. Peut-être que... Puis là, il avait élaboré tout un plan pour amener son orignal. Et à un moment donné, il fallait qu'il aille sans faute avant qu'il fasse trop froid pour pas que l'eau gèle, parce que lui, ça atterrissait sur l'eau. Ça atterrissait pas sur la terre, ce petit avion-là. Et il a dit, moi, je dois aller à 3 endroits différents pour mener il a placé des canisses de gaz. Bon, il fallait qu'il aille mettre ça là. Et sinon, ça aurait été trop pesant d'amener et les canisses et tout son matériel pour aller à la chasse et tout ça. Donc, c'était comme le temps limite pour y aller avec les congés qu'il avait, qu'il n'aurait pas. Là. Et il a regardé la température, puis il a dit, oh, il y a des nuages, il vente un peu. Mais il dit, le temps d'y aller, je vais avoir le temps de revenir. Il va dire à sa femme où il compte aller, parce que c'est la loi. Il faut qu'il dise à quelqu'un le trajet qu'il va faire au cas où. Elle a dit, Jean-Marc, ils vendent pas mal. Elle a dit, tu devrais rester ici. Tu devrais pas y aller. Oh non, tu vas voir, ça ne durera pas longtemps. Je m'essaie. Mais avant, étant donné que j'ai la foi, je tiens à le dire, ma mère, c'était une grande peureuse d'air et de mer. Elle savait que son gendre se mettait en danger à chaque fois. Elle pensait que son gendre se mettait en danger à chaque fois. Ça l'inquiétait beaucoup. Et elle lui avait laissé une prière. La prière de Notre-Dame de l'Espace. C'était une longue prière. J'avais dit à Jean-Marc, tu lis-tu tout ça avant de partir? Il dit, non, j'en lisais un bout une fois, un autre bout. Puis là, j'étais pressée, ça fait que j'ai fait ça vite un peu. Ça fait qu'il est parti comme ça, avec son sandwich. Il y avait un sandwich, il y avait le bagage de survie. Le minimum qu'on apporte normalement avec soi. Il y avait sa carabine aussi. Il y avait sa carabine dans un étui de vinyle là, blanche. Et là, il est parti. Et finalement, à un moment donné, le mauvais temps l'a rattrapé. Il a atterri à un endroit où il savait qu'il y avait un chalet.
Puis il a dit, je vais laisser passer le mauvais temps, je vais me resserrer après dîner. Ça fait qu'il a mangé son sandwich, il a regardé ça. Oh, il y a un petit rayon de soleil! Je vais pouvoir retourner. Un petit rayon de soleil. Moi, je me dis, un petit espoir de le faire. Mais il y avait tellement dans sa tête de le faire, là. Ça aurait été dur de l'arrêter. Mais quand quelque chose doit arriver, hein, il n'y a rien qui empêche ça, moi, je dis. Alors, il est reparti. Et là, le temps, c'est vraiment... là, il pleuvait beaucoup. Il s'est mis à pleuvoir beaucoup. Et il s'est aventuré dans le lac Ospikotiche, dans un endroit où les connaisseurs ne vont pas. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait des vents contraires. La baie n'était pas protégée des vents. Mais il a lutté. Moi, ça, je trouve ça admirable parce qu'il y a une aile, à un moment donné, qui a été attaquée par le vent. J'appelle ça de même, attaquée par le vent. Elle s'est retrouvée dans l'eau. Il a été capable de le redresser. L'autre aile est allée de l'autre bord, tu sais, dans le redressant. Bon, j'ai dit, pfiou, je m'en sors. Mais là, le coup de vent fatal est arrivé sur la queue. Et il l'a viré complètement dans l'eau. Puis Jean-Marc, c'était pas un nageur émérité, hein? Mais il avait une combinaison de flottaison. Ça, je pense que ça l'a sauvé. Et là, il s'est retrouvé la tête en bas. Comment sortir de là? Il a été capable de se détacher, mais il n'a pas été capable de détacher son petit sac de survie parce que c'était attaché avec de la corde de poche qui avait renflé dans l'eau. Puis là, il fallait qu'il fasse vite parce que là, il fallait qu'il remonte, qu'il redescende. Mais il a pris sa carabine, puis il est sorti de là. Mais là, la carabine, ça pesait, ça. Il a dit, là, j'ai une décision à prendre avec la mort dans l'ombre. Adieu, mon orignal. Je sacrifie la carabine, mais je garde la cuirette. Parce que Jean-Marc, c'est un cerveau, hein. Ça passe vite, ça, cette petite affaire-là, là, dans la tête, là. Moi, je dis qu'il y a un cerveau de plus que les autres. Tout de suite, il a pensé que la cuirette allait lui servir. Je me dis, c'est formidable, mais je me dis, il y avait la foi, mais pas tant que ça. Il dit, je faisais mes prières, mais quand ça me tentait. J'allais à la messe, mais quand ça me le disait. Mais là, il a décidé d'amener sa cuirette, et je me dis, il a été inspiré quelque part. Ça se peut pas. Et il a été capable de transporter sa cuirette, s'est mis sur le dos, et après beaucoup d'efforts, sa tête a cogné une roche. Il a dit, ça y est, je suis rendu sur le rivage. Et là, je le regarde pas parce qu'on est au téléphone, hein? Moi, je faisais toutes mes recherches au téléphone et lui s'enregistrait sur un petit magnétophone que je lui avais acheté. J'ai dit, Jean-Marc, t'as-tu pleuré? Ben, il voulait pas me le dire. Et moi, j'ai dit, mes lecteurs ont besoin de savoir que tu es un humain comme les autres, que tu viens de vivre des émotions, et puis que là, il faut que ça se déverse quelque part. Il dit, oui, j'ai pleuré. J'ai fait cracher le morceau. Mais là, j'ai dit, t'étais comment, là? Moi, je l'imaginais sur le ventre, en train de pleurer dans ses bras, pleurer comme une madeleine. C'était pas ça! Hey, je me suis dit, Thérèse, t'as trop d'imagination. Il était assis sur une roche, comme ça, et il pleurait sa vie. Mais il m'a dit, j'ai dit, sais-tu parce que tu avais perdu ton rêve, là, ton avion précieux? Non, je m'en foutais de l'avion, je m'en foutais. J'étais sauvée, mais ma famille, j'avais rien pour les avertir. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais c'était la fatigue extrême, là, finalement, qui prenait le dessus. Mais il s'est quand même repris assez rapidement, parce que là, c'était le soir, là. Bien, il devait être 4 heures. En septembre, la lumière devait baisser. Il y avait des besoins urgents à combler, là. Il fallait qu'il passe la nuit, lui, là. Là, il pleuvait plus, mais c'était tout... le sable était mouillé. Bon, il dit, qu'est-ce que je fais? Un autre coup de la Providence, moi, je dis, il était tombé dans une forêt qui avait été incendiée. Donc, il y avait des bleuets. Non! Vous vendez mon punch, là, vous? Hein? Non, pas tout de suite. Non? Fallait qu'il se fasse une tanière pour s'abriter la nuit, là. OK.
Mais là, les arbres, étant donné qu'ils avaient brûlé, il était facile. Il n'y avait rien, lui, là. Il n'y avait pas d'allumettes, pas rien là, pour l'aider, pas de couteau, pas de hache. Rien que sa carabine, il ne l'avait même plus. Il y avait juste sa cuillerette de vinyle. Ça fait qu'il s'est mis à couper des branches, il a coupé des branches de sapin. Il a dû... Je ne sais pas comment il a fait ça. Et il a mis la cuillerette sur le dessus. Mais là, lui, il était tout trempe, là. Il était trempé, là. Il n'y avait rien pour se sécher. Alors, il dit, je me suis pas couché à terre, je me suis assis, là. Et puis, il dit, je me suis assoupi. Mais il dit, à un moment donné, il fallait que je me réveille pour me dégourdir. Parce que là, il commençait à engourdir, lui, là. Puis c'était pas chaud à faire le 9 du 9 1989. Ça, c'est encore un drôle de hasard. Et il était un homme neuf quand il est sorti de là. Ben là, franchement, il a passé une nuit difficile. Il aurait pu y rester. Mais qui le réveillait périodiquement pour lui dire « Jean-Marc, va marcher, t'es en train de cramper. » Il dit « J'avais de la misère à marcher, là, pour commencer. » Il dit « Là, je faisais le tour de ma tanière, puis après ça, je sautillais. Après ça, je rentrais, puis je me rendormais. » Puis là, il se réveillait comme ça périodiquement, quand c'était le temps. Hein? Nous autres, on le sait, hein, que quelqu'un qui veillait sur lui, là. Mm-hmm. Moi, je le sens quasiment. Et il a passé la nuit comme ça. Mais avant, à un moment donné, il a entendu un bruit. Il a entendu un bruit d'avion. Il est sorti, il y avait une petite lumière. Et là, après ça, ils sont repartis, là. Il a dit, là, ils me cherchent, ils vont me trouver. Et ça, je pense que c'est la phrase qui l'a soutenu. Okay. Ils me cherchent, ils vont me trouver. Le lendemain, il se réveille, il fait beau. Il fait extrêmement beau. Assez pour qu'il se fasse sécher son linge. Il garde ses bottes puis ses caleçons. Ça va sécher tout seul. Et puis, il part. Dans sa tête, là, il a pensé à une chose, parce que là, il sait que pas loin de là, il y a un chalet où il pourrait trouver du bois, un poêle à bois, de la nourriture, des canages. Ça sert aux gens qui vont à la chasse, comme un refuge. Mm-hmm. Puis il dit, moi, je veux aller là. J'aurais aimé que ça m'arrive là, mais je vais me faire un radeau. Un radeau. Doux. Je me suis dit, comment il fait pour faire ça, un radeau? Ben, il dit, je coupais du bois, là, avec mes pieds, puis tout ça. Oui, mais comment tu fais pour attacher ça, toi, un radeau? Ben, il dit, j'ai défait la doublure de ma cuillerette. Puis il dit, là, je faisais des petites tresses, là, en dessous de mon pied, puis tout ça. Puis il pensait à tout ça, lui. Mais pendant qu'il faisait ça, ça l'occupait suffisamment pour ne pas sombrer dans les pensées nuisibles, que lui appelle ça des pensées nuisibles. Vont-tu me trouver? Quand est-ce? Vas-tu m'en sortir? Ça lui occupait l'esprit. Et quand les pensées nuisibles arrivaient, eh bien, il s'arrangeait pour s'activer à d'autres choses. Il était vraiment ingénieux pour garder son moral alerte. Et là, ces petites prières qu'il connaissait, là, ça lui a beaucoup servi aussi pour nourrir son espoir. Il priait sur ses doigts. Puis il a fait une promesse. Je crois qu'il a bargané avec le bon Dieu. Il a dit, là, si je m'en sors, là, je te promets que je vais faire ma prière à tous les jours. Ah ben il a tenu sa promesse, hein? Jusqu'à la fin. Je suis allée le voir à l'hôpital et il le faisait encore, sa prière, hein? C'est bon. Oh, vraiment, il sait qu'il est redevable. Mm-hmm. Il a été très, très, très reconnaissant envers... ma soeur appelle ça la providence. Et donc, il a fait sécher son linge, il a fait son radeau, et puis là, il voyait passer des avions. À un moment donné, après deux jours, il a vu passer une autre, et l'avion faisait demi-tour. Il avait suivi des cours, lui.
de sauvetage. Il savait d'abord qu'il ne devait pas quitter le lieu où il était tombé. Il savait que l'avion ferait des allers-retours, qu'il allait revenir et qu'il allait changer de direction. Mais malheur à lui, il était dans la direction opposée à celle qu'il avait donnée à sa femme avant de partir. La tempête avait fait dériver et tout ça. Et donc, c'est pour ça que ça a pris du temps avant que les recherches portent du fruit. Là. Mais juste assez longtemps pour lui faire revisiter sa vie de fond en comble. Parce qu'il y avait un souvenir, je savais qu'il avait vécu quelque chose de difficile quand sa petite sœur s'était perdue. Elle avait passé la nuit à 3 ans dans la forêt. Elle était allée chercher les vaches avec lui. Et puis, elle avait soif, elle avait été boire au ruisseau. Et puis, son autre petite sœur devait aller la rejoindre, mais son petite sœur était rebelle. Elle dit, on va trouver la maison, c'est ce qu'elle reste. Puis Jean-Marc, il s'était occupé des vaches, mais la petite sœur s'était perdue. Et je savais que son père l'avait tenu responsable de ça. Mais lui, il s'était dit, il avait juste à être là, le père. C'était sa responsabilité à lui, pas la mienne. Mais dans le fond de son fin fond, il avait dit à mon frère, c'est moi qui étais responsable de ma sœur, j'avais juste à m'en occuper. Et à partir de cette histoire-là, moi, il m'est venu comme une inspiration de dire, de faire dire à Jean-Marc, t'étais pas responsable, c'était un coup du sort, finalement, c'est un alléluia qui a sorti de là. Mais là, je me suis dit, Thérèse, t'as pas le droit de dire ça sans son consentement, il faut que tu vérifies, là, si vraiment... il m'a dit, moi, j'ai eu le temps de tout revisiter ma vie. Même cet épisode-là, je l'ai revécu. Et seul lui sait s'il était en paix avec ça, mais je pense qu'il a vécu beaucoup. Il a revisité beaucoup de sa vie grâce à cette retraite silencieuse où il était sûrement accompagné, là. Et ça a été comme un nettoyage intérieur qui s'est fait, là. Parce qu'il n'avait pas eu une vie facile, il avait eu une relation difficile avec son père. Donc, on peut dire... Moi, je pense que ça a été un voyage initiatique. Et pourquoi les circonstances concordaient tellement pour que ça se fasse, ce voyage-là, pour qu'il vive cette épreuve-là. Ça, c'est mon interprétation. Et je pense que oui, grâce à ce voyage-là, Jean-Marc en est sorti. C'était un homme neuf. Il n'y avait pas le neuf du 1989, mais il y avait un autre neuf après, c'était Jean-Marc. Et quand l'avion l'a enfin ciblé, il a pris sa cuirette, puis il s'est signalé, il était tellement content. Hein? Mais il dit, j'étais pas du bon bord, ils m'ont pas vu. Bon, ça fait que l'avion est reparti. Il est revenu. Et il dit, cette fois-là, je ne manquerai pas mon coup. Je vais me mettre bonne disposition par rapport au soleil pour qu'il me voie. Et cette fois-là, ils l'ont vu. Ils lui ont largué un petit parachute. Puis dans le petit parachute, il y avait une radio. Et lui, là, c'était sa bouée de sauvetage, là, une petite radio pour communiquer. Il y avait 3 jours qu'il ne parlait pas avec personne, qu'il se sentait coupable d'avoir mis sa famille dans des pareils états d'inquiétude. Il savait qu'il allait s'inquiéter parce qu'il ne devait pas rester si longtemps perdu. Et dans la radio, le pilote, il a eu de la misère à le trouver parce que le petit parachute était jaune, puis tout était jaune en septembre à Fermont, là, c'est déjà l'automne. Mais il l'a trouvé. J'ai dit, t'as-tu lu les instructions, quelque chose, qu'est-ce qu'il voulait te dire? Non, pas du tout, moi je t'ai déchiré ça, là. Je t'ai déchiré ça, là, puis tout de suite, j'ai fait partir ça. Il connaissait ça, lui, les radios. Et là, le pilote lui a dit, nous ne pouvons pas aller vous chercher. Nous allons faire venir un avion d'Halifax. Elle est spécialisée pour sauver le monde avec des... parachutes. Non, pas des parachutes, des espèces de câbles qui descendent, là, puis qui vont chercher l'homme. Et ils ont tourné en rond pour ne pas l'abandonner, là. Parce que là, ils savaient que Jean-Marc, possiblement, était dans un état
d'euphorie, là, de choc, là. Hein? C'est comme si, hey, enfin, ils m'ont trouvé. Il avait beau se le dire, mais tant que tu vois pas l'avion, tu peux en douter intérieurement. Hein? Je pense que lui, il faisait taire toutes ces possibilités-là, mais ça l'hantait quand même. Et quand il a vu l'avion, là, c'est mon salut. Ça fait que ça a pris du temps avant que l'autre avion arrive, mais ils l'ont toujours accompagné. Et quand l'autre avion est arrivé, il n'a pas été chercher rien d'autre, il n'y avait rien à apporter. La cuillerette, je ne sais pas s'il l'a ramené en souvenir, mais ils sont allés le cueillir, ils l'ont rentré dans l'avion. Puis j'ai dit, moi, je veux recueillir les émotions, ça me prend des émotions. J'ai dit, as-tu pleuré, Jean-Marc? Il dit, ils sont habitués, eux autres, ils m'ont passé une boîte de Kleenex, ils m'ont dit ça en anglais. Tiens, tu peux pleurer comme tu veux. Ah, là, c'était du soulagement. À la minute qu'ils ont attendu claquer la porte, là, il était rentré, tout, il était sauvé. Ah là, il paraît que ça déferle. La vague déferle. Et toi, ta soeur, dans le travail, comment elle a pris ça? Ah, ma soeur. Elle est allée le soir. Elle est allée, elle a dit, elle a vu une lumière dans le ciel. Puis elle s'est dit, ah, peut-être lui qui s'en vient. OK. Elle est revenue. Il n'est pas apparu. Elle s'est dit, il a dû se réfugier dans un chalet quelque part. C'est comme si son mental n'était pas prêt encore à concevoir que peut-être il y avait eu quelque chose de grave. Je dis, mon Dieu, c'est la première chose que j'aurais pensé, moi. Il doit être tombé à quelque part, il est peut-être mort. Elle, pas toute. Mais dans la prière qu'il a récitée, là, ça dit « Notre-Dame des espaces, prenez soin de ceux que je laisse en bas. Veillez sur eux. » Et je me suis dit, c'est Notre-Dame de l'espace qui l'a... Elle dit, je me sentais portée. Ben voyons donc, sentais portée. Le petit dernier, Hugo, n'a eu aucune réaction anxiogène. Il a mangé comme d'habitude, il est allé à l'école, il dit, voyons donc, mon père, c'est un débrouillard, il va revenir bientôt. Puis mon autre, qui était à la chasse, Sylvain Morin. Michel vient l'informer avec son camion vert en trombe. Lui, il est un peu plus émotif. Il dit, Sylvain, papa, il est parti, il est parvenu, peut-être... OK, il dit, je vais passer la nuit, puis demain, je vais aller voir maman, là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont donc bien! C'était pas nerveux? Il est donc bien pas nerveux! Alors, moi, je me suis dit, ils sont protégés, ou à Fermont, ils ont une mentalité de... Ils n'ont pas la même mentalité que nous autres. À Fermont, il peut se passer n'importe quoi. Les gens s'entraident. Puis d'ailleurs, sur le fait, son ami, son père s'est perdu. Il est allé aider son ami à trouver son père. Mais là, il ne savait pas encore que son propre père était parti, par contre. Mais le lendemain, il a ramassé ses affaires, puis il est allé trouver sa mère. Puis là, ils ont commencé à s'inquiéter. Andrea a fait brûler ses lampions, là. Ça priait, puis elle avait fait chanter une messe d'action de grâce. Elle ne savait pas quand est-ce qu'elle serait chantée. Et elle a été chantée, la messe, j'en passe par-dessus, là, le lendemain de son retour. Comme par hasard, la messe d'action de grâce avait été chantée exactement à son retour. Et Sylvain est allé, quand ils ont su qu'il était sauvé, là, la police est allée au-devant de l'hélicoptère pour pouvoir avoir son témoignage et tout ça. Et Sylvain est allé ramener son père à la maison. Et Andrea était contente de le voir, là. Ils ont dîné. Mais quand le petit garçon de 9 ans a vu que son père avait la barbe longue, puis qu'il était maigre, il avait mangé juste des bleuets pendant 3 jours. Il dit, là, j'ai compris qu'il y avait eu vraiment un pétrin, là. Là, j'ai compris qu'il était arrivé quelque chose de grave. C'est comme si il avait été préservé de l'inquiétude, mais tout en se rendant compte que son père avait été comme miraculé quelque part. Ah! Il saisissait la gravité de la situation. Mais ce que je trouve admirable, c'est que quelques jours plus tard, pas quelques semaines, quelques mois, quelques jours plus tard, ses amis, celui qui l'avait aidé à faire son avion, lui ont offert
d'aller l'aider à rescaper l'avion. Ils sont partis ensemble. Il y avait 3 petits avions, là. Un ultra-léger, un petit Cessna. Là. Et puis, ils sont partis ensemble. Sylvain, il l'avait accompagné. Et sont allés sortir l'avion de là. Et le chalet où ils auraient bien aimé se retrouver, le monsieur responsable avait mis à leur disposition des chaloupes pour aller récupérer les morceaux. Ça, c'est des vrais amis, hein? Écoutez, il y en avait des plongeurs. Fallait qu'ils aillent dévisser les vis, les goulons pour le moteur, récupérer le moteur. Ça a été... C'est spécial. Andrea leur a fait un lunch. Ils sont J'espère. partis avec ça. Elle a dit, je n'étais peut-être pas d'accord pour récupérer l'avion, mais tout le monde semblait être d'accord. Donc, elle a dit, je me suis mis de leur bord. Parce qu'elle, là, après ça, là, à chaque fois qu'ils voulaient faire de l'avion, là, elle, c'était éprouvant, là. Mais ça veut dire que ton beau-frère, là, c'est presque un héros. Oh, ça a été héroïque, je pense. Ah, que c'est héroïque. c'est un exploit. On s'assit là, on va danser. On n'a jamais dansé. On a passé la soirée à jaser comme des pis. Comprends-tu? On se complétait. Et puis, ça a été comme un déclic pour moi. Enfin, tu sais, on dit j'ai enfin trouvé la bonne personne.